Dans ce cas, je souhaite déjà la bienvenue à tous les participants aux Journées de la topographie 2020. Et pour cette conférence, du coup, sur le thème de cette année, la topographie au service de l'environnement. Nous avons réuni pour cette conférence 3 intervenants. Benoît Greza, qui est membre de la commission technique de la mesure de l'ordre des géomètres experts, Philippe Sliss, chef de projet SIG 3D à l'Europe Métropole de Strasbourg, et Natalia Phillips, doctorante à l'Eurométropole de Strasbourg également. Et nous allons les laisser vous présenter leur travail et comment ils mettent leurs services et leur qualité technique au service de l'environnement. Toutes les questions que vous avez, vous les mettez dans le chat, nous on les lira. Et à la fin de chaque intervention, nous ferons un résumé, enfin, nous prendrons un certain nombre de questions et nous les poserons aux intervenants pour vous. N'hésitez surtout pas, ça fait partie de l'interactivité, qu'on ne soit pas juste devant nos ordinateurs à parler dans des micros face à des intervenants invisibles qu'on ne voit pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute et je laisse la parole du coup à Monsieur Phillips. Oui, alors bonjour à tous, Philippe Sliss. Avec Natalia Phillips, nous allons vous parler de comment la topographie peut être utilisée et quels sont ses usages dans le cadre de l'environnement à l'échelle de la ville et de la métropole de Strasbourg. Donc pour ma part, moi je suis chef de projet système d'information géographique 3D. Notre objectif depuis 2014 et la mise en place de cette unité de projet, c'est de faire évoluer progressivement notre système d'information géographique 2D vers un SIG 3D. Et pour cela, on s'est défini deux grands axes sur lesquels on travaille en parallèle. Un axe qui est de constituer une connaissance 3D du territoire, et en même temps, en parallèle, sans attendre d'avoir forcément toutes les données ou des données de qualité ou de richesse de détails extrêmes, immédiatement aussi enclencher une phase de développement des usages et de montée en compétence des services métiers. Alors, dans le cadre du thème de la topographie au service de l'environnement, mon retour d'expérience aujourd'hui, c'est que la donnée qui a été la plus mise en œuvre pour les questions liées à l'environnement, c'est le lidar aérien, c'est ce nuage de points 3D. Donc aujourd'hui, on exploite à l'Eurométropole un nuage de points qui a été acquis en novembre 2015 par procédé aérien et qui a comme caractéristique première qu'on peut évoquer, c'est une densité de 20 points au mètre carré en moyenne et une précision qu'on a contrôlée altimétrique sur des points sol durs qui est de l'ordre de 5 cm. Donc là, l'illustration que vous pouvez voir sur l'écran que je partage, c'est l'outil de visualisation open source qu'on met à disposition de tous et qui permet de naviguer dans le nuage de points, et ici sous une représentation qui tire parti de la classification de ce nuage, c'est-à-dire que les points sont tout de même organisés par thématique. Les points orangés, ce sont les points de toiture, les points marrons, les points sol, le vert, la végétation, et on a encore quelques autres classes. On voit en dessous, là, sur le profil, que cette information, ce nuage de points 3D, il est extrêmement riche et il permet de compléter l'information 2D par des mesures et une information tridimensionnelle. Un point important que je voudrais mentionner ici, en tant que géomaticien, c'est on a ce nuage de points qui constitue une donnée source, et à partir de cette donnée source, on va mettre en place des traitements qui vont nous permettre de proposer aux utilisateurs des produits et des services qui sont adaptés à leurs besoins, à leurs usages. Dans le cadre des usages liés à l'environnement,
les services métiers utilisent peu le nuage de points sous forme tridimensionnelle native, mais ils vont beaucoup plus utiliser des produits dérivés que sont le raster d'élévation du modèle numérique de terrain, le raster de la hauteur des toitures de bâtiments et le raster de hauteur de végétation. Donc voilà, là-dessus, je le redis, c'est important. Une donnée, mais plusieurs services adaptés, plusieurs produits adaptés aux usages des utilisateurs. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, ce que je vous propose, c'est de regarder un exemple d'usage de cette donnée, de ces produits raster issus du nuage de points par le service gestion et prévention des risques environnementaux, avec un premier exemple où, dans le cas de la restauration de cours d'eau, le modèle numérique de terrain sous forme image va nous permettre de pouvoir retrouver, je vais peut-être que vous le verrez si je mets ça, va permettre de pouvoir retrouver d'anciens méandres, d'anciennes positions du cours d'eau, sachant que la position actuelle, hein, on la voit clairement, mais on voit grâce au nuage de points ces positions-là. Et le topographe, s'il se déplaçait sur le terrain et qu'on lui demandait un relevé topographique des anciens bras de ce cours d'eau, il serait certainement bien embêté parce que c'est souvent des légères différences de niveau qui sont difficilement perceptibles quand on est sur le terrain, mais qui ressortent de façon claire quand on peut regarder le territoire et des outils qui permettent de voir ça. L'important aussi, là on ne le voit pas, mais on est dans un espace, une partie qui est fortement boisée, et le fait d'avoir fait un relevé laser aéroporté au mois de novembre, lorsque la couverture végétale est beaucoup plus faible, permet d'avoir une densité de points importante et qui permet de décrire de façon fine la réalité du terrain. Donc voilà, un des usages, c'est déjà de pouvoir percevoir cette histoire aussi de l'environnement, cette histoire du terrain. Un autre exemple, alors du coup, il faut que je passe comme ça. Un autre exemple, c'était de pouvoir retracer et restaurer certains anciens chenaux. Donc ici, ben, on voit que c'est pas très naturel, c'est le tracé actuel du Neugraben, mais ces travaux de restauration visent deux objectifs, lutter contre les inondations et en même temps offrir à nouveau peut-être un cadre plus favorable à la biodiversité. Donc que fait notre utilisateur métier? Là aussi, je vais en profiter pour donner un autre élément qui est important dans notre conduite du projet SIG 3D, c'est que dès l'origine, on n'a pas du tout souhaité faire de l'unité SIG 3D l'unité enfin, c'est une unité d'expertise, mais l'unité de dessin, l'unité de service auquel tout le monde s'adresserait pour avoir des profils, pour accéder à la donnée 3D. On a depuis le début fait en sorte de diffuser cette information le plus largement possible et d'accompagner les géomaticiens métiers, d'accompagner même des collègues qui ne sont pas géomaticiens à la base, mais qu'on accompagne dans la montée en compétences sur ces outils et qui, du coup, sont autonomes dans l'exploitation de cette connaissance 3D du territoire. Ici, en tout cas, nous, on fait appel pour ces fonctionnalités-là aux fonctionnalités qui sont nativement présentes dans le SIG QGIS. Donc, avec QGIS, l'utilisateur va positionner ses profils et avec un plugin disponible dans QGIS, va obtenir des profils en long ou des profils en travers du terrain naturel et pouvoir faire l'analyse de la situation et proposer ou déjà imaginer quels seraient les travaux à réaliser pour proposer une restauration de ce cours d'eau.
évidemment, on parle de système d'information géographique, et là aussi, je redirai un mot. On va croiser cette connaissance tridimensionnelle avec une information thématique, une information métier, comme ici, tous les équipements qui concourent à la gestion des eaux, notamment des eaux pluviales ici, et croiser aussi nos souhaits ou les travaux à réaliser avec la maîtrise foncière des territoires et des terrains sur lesquels on serait amené à intervenir pour réaliser les travaux. Donc là aussi, j'en profite pour dire que le SIG, qu'il soit 2D ou 3D, voilà, il nous permet de structurer et d'organiser une information géographique et sémantique dans le but de la diffuser le plus largement possible, de la rendre accessible le plus largement possible, et aussi, surtout, de permettre, de par son organisation et sa structuration, des croisements, des interrogations, des requêtes thématiques ou géographiques pour produire une information qui est une synthèse de plusieurs sources de données, métiers, thématiques différentes. Ça, c'est important, et j'ai participé à, enfin, j'ai été auditeur de quelques soutenances de cette année, et j'y ai pas retrouvé, même dans les perspectives, cet aspect du géomaticien voilà, qui va faire aussi, lorsqu'il a un travail à réaliser, une étude, pas seulement un état de l'art technique des outils et des méthodes, mais doit aussi penser à faire un état de l'art de la donnée disponible, de l'information disponible et des différentes sources d'informations qu'il peut mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Et notamment, les données que je vous ai montrées, nuages de points, images raster, vous verrez qu'il y en a encore d'autres sous forme de maillage 3D texturé, de maquettes numériques sémantiques, sont disponibles en téléchargement sur la plateforme Open Data de la collectivité data.strasbourg.eu, et sont également disponibles sous forme de services de visualisation sur le site du service géomatique. Voilà, mon intervention principale s'arrête là. Maintenant, voilà, je vous ai parlé, ces données raster sur laquelle j'ai fait un zoom en termes d'usage pour les données environnementales ne sont pas les seuls qui sont exploités dans la collectivité pour répondre à ces enjeux. Il y a, au-delà de ce nuage de points, la maquette numérique sémantique, les données satellitaires, et dans le cadre du plan Canopé, ce sont ces différents types de données qui sont mises en œuvre, et ça me permet de faire la transition avec la suite de l'intervention qui sera assurée par Natalia Phillips, puisque sa thèse s'inscrit dans l'un des 4 axes du plan Canopé. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et puis je donne le relais à Natalia. Donc voilà, Monsieur Sliss. Du coup, Madame Phillips, pour continuer cette présentation, si on peut partir. Il y a une petite question qui a été envoyée juste avant, je me permets d'intervenir. Qu'est-ce que le plan Canopé? Alors le plan Canopé, peut-être que Natalia elle peut en profiter de cette question et y répondre dans le cadre de son intervention. Très bien, du coup, Mademoiselle Phillips, c'est à vous.
Donc, bonjour à tous, je suis Natalia Phillips, je suis doctorante CIFRE donc en climatologie urbaine. Donc, je travaille conjointement avec, avec le laboratoire ICUBE et avec l'Eurométropole de Strasbourg, au sein de laquelle je partage des fonctions d'ingénieur territorial. Donc, je vais vous présenter mon travail qui concerne l'étude de l'îlot de chaleur urbain à Strasbourg. Et je vais vous montrer à travers ces travaux l'usage de la topographie et à quel point, à l'échelle locale, elle peut se montrer au service de l'environnement. Alors, en premier lieu, je vais vous rappeler brièvement le contexte de mon sujet d'étude. Donc, l'îlot de chaleur urbain strasbourgeois s'inscrit pleinement dans le contexte de réchauffement climatique global. Alors, en Alsace, cela se traduit essentiellement par une baisse de moitié donc, du nombre de jours de neige au sol, ainsi que par des vagues de chaleur de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Par exemple, donc en août 2003 et en juillet 2006, nous avons subi des températures estivales qui étaient plus ou moins équivalentes à celles ayant cours à Marseille ou à Tunis. Et les prévisions climatiques en cours d'investigation indiquent que le climat strasbourgeois pourrait être équivalent à celui de Marseille d'ici 2050, voire même à celui d'Alger d'ici les années 2070-2080. Donc bien sûr, cela va de soi que cela implique des conséquences sanitaires extrêmement importantes, notamment en particulier au niveau du milieu urbain, donc notamment sur les tranches de population les plus vulnérables comme les personnes âgées et les jeunes enfants. Face à ces vagues de chaleur de plus en plus problématiques d'un point de vue sanitaire et de l'urbanisation toujours croissante, y compris en France, il y a une réelle nécessité de mieux préparer donc, les villes au changement climatique annoncé. Alors justement, comme il a été posé la question, je vais brièvement vous présenter le plan canopé de la ville de Strasbourg. Donc, ce plan canopé 2020 fait pleinement partie de la stratégie d'adaptation au changement climatique de la ville de Strasbourg. Son objectif principal consiste à développer, bien entendu, le couvert arborescent en ville. Donc, ce développement se fait notamment, s'évalue notamment à travers la mesure de l'indice de canopée. Donc, durant l'année 2015 à Strasbourg, il était d'environ 26%. L'objectif en 2050 est de parvenir à 30%, donc à 30% pour cet indice de canopée. Alors, pour y parvenir, pour atteindre cet objectif de 30% d'indice de canopée, il faudrait créer environ 305 hectares, soit ce qui revient à peu près aux 3/5 de la forêt de la Roberto, donc ce qui représente quand même en soi un apport considérable. Alors, cet objectif, il vise à être atteint à partir de mesures détaillées qui sont détaillées donc, au sein de 4 axes principaux au sein de ce plan canopé. Donc, le premier axe, c'est la protection et la préservation du patrimoine arboré existant. Donc, notamment à travers le renforcement des dispositions réglementaires dans les documents d'urbanisme. Donc, par exemple, au sein des plans locaux d'urbanisme, il pourrait se greffer des obligations de remplacement d'arbres si ces derniers venaient à disparaître pour diverses raisons, ou alors imposer un pourcentage de terrain dédié à respecter pour une surface de données dans le cadre d'un projet d'aménagement, afin d'imposer l'incorporation d'un certain pourcentage d'arbres. Donc, il y a l'axe 2, quant à lui, concerne l'extension du patrimoine arboré donc de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Même si ce plan canopé se concentre essentiellement sur la ville de Strasbourg, il a une déclinaison au sein de l'Eurométropole, mais qui est encore en cours de détail. Donc, pour cela consiste à planter des arbres, bien entendu, mais aussi donc, à réaliser des forêts urbaines, à assurer l'état sanitaire et le renouvellement régulier des alignements d'arbres existants. Donc, développer l'indice de canopée et viser au maximum l'ombrage des façades et lutter contre la surchauffe, notamment opérant au niveau du bâti. Alors, l'axe 4, c'est, sans le détailler, l'incitation au développement de la canopée du domaine privé, qui est encore très peu mesurée et considérée au sein des différents documents d'urbanisme existants. Et l'axe 3 est l'axe qui me concerne principalement. Donc, c'est la protection et c'est la recherche et le développement autour de l'arbre urbain.
Donc là, le titre est erroné, je m'en excuse. Alors, parmi ces mesures au sein de l'axe recherche et développement, il y a le projet Cool Trees, dans lequel s'inscrit une partie de mon travail et des travaux qui ont été réalisés précédemment. Donc, le projet Cool Trees, il est développé conjointement avec mon laboratoire et il vise à à l'évaluation et à la modélisation de l'évapotranspiration des arbres en lien avec leur environnement, et également d'étudier leur rôle au sein du climat urbain, et ceci à différentes échelles, aussi bien à l'échelle de la ville, à l'échelle de la rue, à l'échelle du bâtiment. Et donc, moi, pour ma part, donc, la mesure numéro 11, c'est ma thèse CIFRE, donc, qui consiste à étudier la contribution de la végétation et de la morphologie urbaine à l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain strasbourgeois. Donc, il se divise en trois volets. Un volet mesure qui se traduit essentiellement par l'utilisation d'une base de données de mesures issues de stations météorologiques durant plusieurs campagnes de mesures. Il y a donc aussi le volet modélisation que je vais vous détailler par après, et un volet prescription qui consisterait à fournir des prescriptions aux urbanistes et aux aménageurs les plus détaillés possibles, afin qu'ils puissent adapter leur schéma et leur projet d'aménagement à tout ce qui concerne les caractéristiques de l'îlot de chaleur urbain à Strasbourg, afin d'en limiter au mieux l'impact. Alors, je vais commencer par brièvement déjà vous décrire ce qu'est l'îlot de chaleur urbain, et ensuite vous exposer les résultats que j'ai eus dans le cadre de mon premier volet de thèse, qui concerne essentiellement donc l'exploitation des mesures de notre base de données climatique. Alors, l'îlot de chaleur urbain, pour être bien au clair avec ce dont on parle, en fait, il s'agit de la température entre une zone urbaine donnée et entre la campagne environnante. Donc là, le schéma le traduit bien. Plus on se rapproche du centre-ville, et plus il va y avoir des températures élevées. Plus on s'en éloigne, et plus la température aura tendance à baisser. Donc c'est vraiment cette différence de température qui nous intéresse. C'est un phénomène qui est extrêmement hétérogène et qui n'est pas forcément équivalent au sein de l'ensemble de la ville. Il peut y avoir des disparités très importantes, des fois au bout seulement d'une centaine de mètres. Donc, bien entendu, cela a des enjeux environnementaux considérables. Pour faire le lien, par exemple, avec le plan Canopée 2020, des températures plus importantes en ville peuvent plus rapidement mettre les arbres en état de stress thermique, à les affaiblir d'un point de vue sanitaire, et donc à les détériorer, et également à les rendre moins efficaces en termes de potentiel de rafraîchissement. Donc, bien entendu, ça a des enjeux sanitaires du fait du cumul avec les vagues de chaleur de plus en plus longues et de plus en plus intenses, mais également aussi des enjeux économiques, de par notamment l'augmentation de la consommation énergétique durant la saison estivale, donc en termes essentiellement de climatisation. Alors, face à ces enjeux, la problématique principale est de savoir de quel levier de mitigation on dispose pour diminuer l'intensité de l'îlot de chaleur urbain, et également donc quels sont les types de prescriptions à établir à destination des urbanistes et aménageurs, et surtout comment optimiser l'ensemble des stratégies d'atténuation dont nous disposons. Alors ici, je vous présente la dynamique temporelle de l'îlot de chaleur urbain. Alors il faut savoir donc que l'îlot de chaleur urbain, ce n'est pas un phénomène qui est constant dans le temps. C'est un phénomène qui évolue, qui est essentiellement nocturne. Alors par exemple, la figure qui est en haut à gauche, elle montre la courbe de l'intensité horaire de l'îlot de chaleur urbain en fonction de la saison. Alors pour une station donnée, là j'ai choisi de vous montrer la station du parc du Jardin botanique, qui traduit au mieux l'hétérogénéité saisonnière existante aussi au sein de l'îlot de chaleur urbain. Donc même à travers ces courbes, on peut remarquer que le phénomène est essentiellement nocturne.
Durant la période diurne, il peut même parfois s'opérer le cas inverse, c'est la ville qui devient plus fraîche que la campagne. Donc dans ce cas-là, on parlera d'îlot de fraîcheur urbain. Ça paraît quelque peu difficile à admettre et à entendre, mais aux alentours de midi, aux alentours du zénith solaire, au sein des stations spécifiquement urbaines, comme par exemple des stations de centre-ville comme la place Kléber ou des stations aux bâtis très denses, la ville est plus fraîche que la campagne. Alors ici, le parc urbain présente un îlot de chaleur urbain qui tourne autour de 2 degrés en moyenne l'été et l'automne durant la nuit, mais il faut savoir que dans beaucoup d'autres stations, des stations donc davantage minéralisées et davantage bâties, ce phénomène peut atteindre des moyennes pouvant aller jusqu'à 5 à 6 degrés. Donc cela veut dire en gros que durant la nuit, il fait 6 degrés plus chaud à certains endroits de la ville que la campagne environnante. C'est un phénomène qui est exacerbé lors des journées de beau temps. Donc là, la figure à droite, enfin non, pardon, à gauche, donc le montre bien avec l'intensité maximum journalière de l'îlot de chaleur urbain qui est mesurée en fonction de la fraction d'insolation journalière. Donc sans surprise, plus la fraction d'insolation journalière est importante, plus l'îlot de chaleur urbain maximum ou même moyen le sera également. Donc les journées les plus propices à l'installation d'un îlot de chaleur urbain particulièrement intense, c'est donc les journées de beau temps, donc bien ensoleillées, à vitesse de vent moyenne faible, donc de l'ordre de 3 mètres par seconde ou moins. Donc la figure en bas à gauche montre justement un exemple de ce qu'il se passe au niveau de l'îlot de chaleur urbain lorsqu'il s'opère une succession de ce type de journée. Donc on peut constater que donc, au fur et à mesure que l'on avance dans une période de jours de beau temps successifs, l'îlot de chaleur urbain tend à devenir de plus en plus intense. Donc on a à chaque fois un îlot de chaleur urbain qui, par un phénomène d'accumulation, s'accentue au niveau de sa valeur journalière maximale. D'où justement la problématique causée avec le fait que les vagues de chaleur tendent à s'allonger aussi en termes de durée. Et il faut savoir d'ailleurs que ici, c'est une période de beau temps qui normalement avait lieu du 23 août au 27 août 2016. Donc cela a été mesuré au niveau de la station de Rire, qui est une station typiquement urbaine. Mais il faut savoir que normalement, la station du 28 août 2016 n'était pas concernée donc, par cette période de beau temps. Alors ici, l'intensité d'îlot de chaleur urbain décroît du fait que cette journée vient à avoir des paramètres avec un vent plus élevé et une fraction d'insolation amoindrie. Mais dans certains cas, il peut carrément y avoir un effet d'antidispersion lorsqu'il persiste après la période de beau temps des vitesses de vent particulièrement faibles qui font que même lors de journées qui seraient a priori pas propices à l'îlot de chaleur urbain, un îlot de chaleur urbain intense peut malgré tout subsister. Donc ça, c'était pour un aperçu de la variabilité temporelle. Maintenant, je vais un peu venir plus dans le vif du sujet et vous montrer un peu l'apport de la topographie ici au sein de l'étude de la distribution spatiale, cette fois de l'îlot de chaleur urbain strasbourgeois. Alors, pour évaluer la distribution spatiale du phénomène sur l'ensemble de la zone, donc de l'Eurométropole de Strasbourg, il a été choisi d'utiliser l'outil des Local Climate Zones. Donc, les Local Climate Zones, c'est un outil qui a été développé par des chercheurs américains durant les années 2010. Alors, leur but, c'était de pouvoir obtenir un comportement thermique type qui peut être associé à un type de zone donnée. Donc là, par exemple, à gauche, il y a les 17 types de local climate zone existants. Donc, et là, à droite, c'est la classification en local climate zone de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc là où on peut voir que l'Eurométropole de Strasbourg est essentiellement composée de type à bâti resserré mais plutôt bas ou à bâti plutôt pas forcément extrêmement dense. En revanche, au centre-ville, c'est plutôt déjà un bâti plus compact à hauteur moyenne qui est donc davantage propice à l'installation d'un îlot de chaleur urbain. Alors, la classification de l'Eurométropole de Strasbourg, elle a été établie dans le cadre d'un PFE qui a été mené par un étudiant de l'INSA de Strasbourg. Donc, c'est une approche vectorielle qui a été utilisée
Donc pour cela, les paramètres climatiques ont été obtenus grâce à un découpage de la zone d'étude en îlots de polygones qui ont été issus du traitement du parcellaire cadastral et également d'autres bases de données vectorielles issues de l'IGN, si je ne m'abuse. Alors, en fait, je parlais de paramètres climatiques. Les local climate zones sont définis par 10 paramètres qui relèvent aussi bien de facteurs d'occupation du sol ou de facteurs liés à la géométrie urbaine ou encore de facteurs de flux comme le flux de chaleur anthropique. Alors, pour notre classification, nous avons réussi à construire des local climate zones à partir de 6 de ces 10 paramètres. Donc, bien entendu, plus une classification LCZ considère un nombre de paramètres important, plus elle sera fiable. Et 6 paramètres sur 10, c'est déjà pas mal. Alors, à partir de ces local climate zones, nous allons pouvoir obtenir un aperçu du comportement thermique de l'îlot de chaleur urbain, donc dans des zones où nous ne disposons pas forcément de stations de mesure. Donc ici, nous avons mesuré les intensités de l'îlot de chaleur urbain pour différents types de LCZ au sein desquels il y avait des stations météorologiques d'implantées. Donc sans surprise, bien sûr, plus le type de LCZ appartient à un type qui est densément bâti et très minéralisé, plus l'îlot de chaleur urbain sera important. Donc c'est ce que montre la figure graphique au-dessus. La figure graphique d'en dessous traduit en revanche autre chose. Elle traduit qu'il existe malgré tout encore une certaine variabilité au sein d'un seul et même type de LCZ. Alors, loin de doter de la pertinence à l'outil des LCZ, elle permet plutôt de mettre en avant le grand potentiel de mitigation, d'atténuation de l'îlot de chaleur urbain grâce à la végétation. Parce que donc ici, on a pris les LCZ de type 2, qui est donc un type densément bâti et très minéralisé. Donc on avait 7 stations qui étaient implantées au sein de LCZ de type 2. Et il s'avère que donc il y a une sacrée différence au niveau de l'intensité nocturne de l'îlot de chaleur urbain, et même une différence aussi notable au niveau du comportement diurne. Et plus, en gros, on est dans des LCZ de type 2 typique, donc avec peu de végétation, avec un bâti important et avec un sol imperméabilisé, plus, bien entendu, l'îlot de chaleur urbain sera important. Et plus on commence à se rapprocher de stations, certes classées en LCZ de type 2, mais qui peuvent se rapporter quand même à un parc urbain, plus l'îlot de chaleur urbain sera atténué. Cela montre clairement qu'il est possible, même au sein de LCZ pourtant au type fortement défavorable à la mitigation de l'îlot de chaleur urbain, d'atténuer ce dernier. C'est possible, il y a véritablement un potentiel élevé de mitigation, et pas seulement d'ailleurs avec la végétation. Alors, à partir en fait des paramètres des LCZ, il a été possible d'obtenir une première cartographie de l'îlot de chaleur urbain moyen, donc ici maximum journalier. Alors, en gros, c'est une première cartographie, elle est encore à l'état prototypique. Elle repose ici malheureusement seulement sur une vingtaine de jours de beau temps qui recoupe le nombre maximum de stations météorologiques avec lesquelles on travaille. Donc il y a 18 stations qui ont permis l'établissement de cette cartographie. Il faudra encore l'améliorer, notamment en rajoutant plus de paramètres. Ici, c'est le pourcentage de surface végétale, le pourcentage de bâti et le pourcentage de surface imperméable qui a été employé pour l'obtenir. Et il serait peut-être bon d'améliorer encore sa pertinence en rajoutant d'autres paramètres, peut-être aussi en utilisant d'autres méthodes de cartographie. Ici, c'est une méthode de cartographie qui a été déjà utilisée dans les travaux d'un scientifique qui s'appelle Unger dans les années 2000. Peut-être que d'autres cartographies pourraient fournir des résultats encore plus fiables. Alors, à présent, je vous propose de vous montrer la part de mon travail au sein de laquelle la topographie joue vraiment un rôle incontournable, essentiel. Donc, il s'agit de la modélisation. Donc, dans le cadre de mes travaux de thèse, nous cherchons à simuler des ambiances climatiques donc à l'échelle microclimatique, c'est-à-dire à l'échelle du canyon urbain de la rue. Et de ce fait, nous utilisons pour cela 2 modèles qui sont adaptés à cette échelle. Donc, il y a le modèle Envimet. Donc, Envimet, c'est un logiciel allemand qui est développé depuis les années 2000. Donc, il bénéficie déjà de nombreuses études qui tendent à appuyer sa pertinence. Il a le droit à de nombreuses mises à jour régulières, donc c'est une qui va d'ailleurs prochainement jusqu'à intégrer l'état sanitaire de l'arbre considéré dans la zone modélisée. Donc c'est un modèle qui est non hydrostatique.
Alors, l'AZRF, quant à lui, c'est un modèle qui est développé au sein de notre équipe, donc de l'équipe trio du laboratoire ICUB par Pierre Castendash. Au contraire d'Envimètre, c'est un modèle qui est thermoradiatif. Il vise également à simuler les interactions entre la végétation et les objets urbains. Mais à la différence d'Envimètre, il ne s'appuie guère sur l'équation computationnelle de la dynamique des fluides, et il se focalise davantage sur les échanges d'énergie entre le sol et l'atmosphère. Donc, l'utilisation conjointe de ces deux modèles va nous permettre de réaliser à la fois une validation davantage poussée de nos résultats, donc des résultats des zones que l'on modélise, mais aussi de promouvoir et d'améliorer l'AZRF, qui est quand même notre modèle, donc développé au sein de notre équipe. Donc ici, c'est par la suite, c'est donc l'apport de la topographie vis-à-vis de ce modèle l'AZRF que je vais à présent détailler. Alors, dans une étude visant à optimiser le potentiel de mitigation, d'atténuation de la végétation ou de la géométrie urbaine, il est important, bien entendu, de modéliser au mieux et au plus exact possible les arbres. Donc, par exemple, l'AZRF, il fonctionne avec une maquette globale pour les arbres. Donc, une maquette globale, c'est-à-dire que l'on connaît la quantité de feuilles qui est présente dans un volume qui représente la couronne foliaire de l'arbre. Donc ici, la lasergrammétrie terrestre a servi à acquérir des nuages de points qui ont permis la reconstruction des objets. Donc à partir de ces acquisitions qui ont été réalisées sur le terrain avec un scanner terrestre, il y a un nuage de points de la scène complète qui a été obtenu, et ce nuage de points a ensuite été segmenté afin d'obtenir un autre nuage de points qui, lui, est propre à chaque arbre, à chaque objet de la zone. Alors, concernant la reconstruction en 3 dimensions de l'environnement urbain, ici, on s'est appuyé sur les données de l'Eurométropole, donc de Strasbourg. Alors, la photogrammétrie a été utilisée donc, à partir de photos aériennes fournies par les services de l'EMS. Donc, à partir de ces photographies, il a été réalisé une restitution des toits, donc, puis une projection sur un modèle numérique de terrain. Alors, concernant la périphérie de la zone, elle a par contre, elle, bénéficié des données de la base de données topographiques de l'IGN qui sont moins détaillées. Il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un niveau de détail aussi important que le cœur de la zone et que les arbres. Donc, les toits des façades ont ensuite également été distingués afin d'obtenir des bâtiments 3D qui ont ensuite été intégrables dans le modèle l'AZRF. Donc pareil, le sol et les 3 types de sols existants ont également été digitalisés à partir de ces photographies aériennes. Et c'est ensuite les données issues du LIDAR aéroporté qui ont permis d'individualiser les arbres et d'en extraire l'indice de surface foliaire, donc le LAI. Donc, grâce à ces techniques de topographie, l'AZRF a désormais disposé d'une maquette, alors ici d'un parc urbain qui est le parc du jardin du palais universitaire, donc qui a été utilisable pour les modélisations, sachant que le jardin du palais universitaire, c'est notre station principale de mesure. C'est là où il y a eu à la fois des mesures climatiques, des mesures de flux de sève par rapport au comportement de l'arbre en milieu urbain, et également des mesures de flux aussi bien radiatifs que de flux de chaleur sensible ou de flux de chaleur latente. Alors donc, grâce à l'ensemble de ces données et de ces travaux menés conjointement avec des compétences liées à la topographie et à la climatologie, voici des premiers résultats, par exemple, des modélisations sur le jardin du palais universitaire. Donc d'un côté l'AZRF et d'un côté Envimètre. Donc l'AZRF fournit des résultats qui sont quasiment tout aussi convaincants au niveau de aussi bien de la température de l'air que de l'humidité relative ou d'autres variables climatiques plus poussées comme la température moyenne radiative, que Envimètre, qui est un modèle qui est largement déjà reconnu. Ici, il avait été choisi de tester 3 versions différentes du jardin du palais universitaire. Donc la version existante, donc la plus à gauche, avec les arbres tels qu'ils sont, la végétation telle qu'elle est existante. Ensuite, avec un sol nu, là où la végétation a été complètement rasée, et avec un sol bétonné, entièrement bétonné, sans la moindre végétation.
Donc ça, cela rejoint un des objectifs généraux de mon travail, c'est de pouvoir de pouvoir donner un aperçu en fonction de différents scénarios d'aménagement de ce qui va se passer d'un point de vue à la fois résultat sur l'îlot de chaleur urbain et aussi résultat sur le confort thermique humain, qui est également une problématique qui est amplement reliable à l'îlot de chaleur urbain. Alors, en conclusion, les travaux continuent d'être menés. En tout ce qui concerne leur poursuite, il va y avoir l'amélioration du volet statistique que je vous présentais, notamment la cartographie de l'îlot de chaleur urbain pour les raisons que je vous ai détaillées précédemment, mais également, bien entendu, la poursuite des modélisations sur plusieurs zones qui ont été choisies conjointement avec les services de l'Eurométropole de Strasbourg. Notre choix s'étant arrêté sur une zone qui a déjà été aménagée, mais pour lesquelles des plans de revégétalisation dans le cadre du plan Canopé 2020 sont possibles. Donc, par exemple, la zone Malraux, autour de la presqu'île Malraux ou du centre commercial de Métoile, et également des zones qui ne sont pas encore aménagées, mais où il existe déjà des projets d'aménagement futurs, comme la zone au niveau de l'axe de Rive, où il y a un quartier qui s'appelle Starlet qui va être mis en place, et où donc il est intéressant de voir quel va être l'impact des futures constructions, du futur bâti sur l'aspect îlot de chaleur urbain et confort thermique. Donc l'intégration pleine et entière du volet bioclimatologique, donc tout ce qui concerne l'étude du confort thermique humain à travers l'utilisation d'indices de confort, donc volet qui n'a pas encore été pleinement abordé, mais qui est en cours de construction, également avec la modélisation, car l'AZEREF comme Envimet simule également les indices de confort thermique. Et tout ceci, bien entendu, toujours grâce à la topographie. Il y a toujours des améliorations possibles de la cartographie LCZ. Il y a toujours une amélioration continue du modèle LAZEREF qui est toujours donc en cours de développement. Et la topographie, de toute façon, et tout ce qu'elle nous apporte nous sera toujours fort utile lors de la mise en place d'une campagne de mesure durant le printemps et l'été 2021 qui visera à appuyer les résultats des modélisations en cours sur les zones choisies conjointement avec l'Eurométropole de Strasbourg. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Et nous vous remercions pour votre intervention. Avant de passer à Monsieur Greza, notre troisième intervenant, je vais me permettre de poser un certain nombre de questions du coup qui ont été issues du chat. La première d'entre elles, donc tout le monde peut répondre, hein, cette question n'est pas bloquée pour Madame Phillips. L'environnement et le climat évoluent. Qu'est-il prévu par le service géomatique pour suivre ces évolutions au niveau des données? Voilà. Oui, Philippe Sliss. Alors le service géomatique, nous, notre mission, c'est de produire, organiser, traiter et diffuser une information géographique de référence à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc, basé sur déjà nos expériences, on a comme projet de renouveler une nouvelle acquisition laser aéroportée pour disposer de données fraîches permettant un nouveau calcul d'indice de canopée, permettant de faire des simulations qui tiennent compte de la croissance et de l'implantation de végétation. On poursuit aussi des évolutions dans le cadre des relevés topographiques qui aujourd'hui sont réalisés en 3D, c'est-à-dire que l'ensemble des mises à jour sont relevées en 3D et intégrées dans le système d'information géographique. Et puis d'accompagner, de conseiller les services métiers et les géomaticiens thématiques dans la production de données spécifiques à leur mission et à leurs usages. Merci pour cette réponse. Je vais continuer avec d'autres questions. Est-ce qu'on pourra un jour parler du BIM pour les arbres? Ou est-ce que c'est un terme réservé aux bâtiments ou à l'évolution d'autres choses? Quelqu'un d'autre veut répondre? Non. Alors,
Le BIM pour les arbres, on a la chance à l'Eurométropole, en tout cas pour ce qui est des arbres qui sont gérés par le service des espaces verts, d'avoir une connaissance déjà riche de ce patrimoine, avec la connaissance de l'essence, des relevés de dimension de l'arbre, de la hauteur de l'arbre, du diamètre de la couronne, de la hauteur sous pied, c'est-à-dire la hauteur à partir de laquelle on commence à avoir du feuillage. Donc finalement, là, on est déjà proche d'un BIM de la végétation, puisqu'on a la position de l'objet et puis ses caractéristiques qui décrivent un comportement, permettent de décrire un comportement physique de l'arbre. Après, je me souviens un peu d'une discussion avec des chercheurs de l'Université de Strasbourg qui disaient c'est bien qu'on ait cette connaissance-là, mais aujourd'hui, c'est une connaissance qui est encore peu utilisée dans les modèles de simulation. Donc il faut aussi derrière que les modèles de simulation soient en capacité à traiter et tenir compte de cette information. Ensuite, pour tous les autres arbres qui ne sont pas gérés par le service des espaces verts, c'est-à-dire tout ce qui est arbres privés ou alors la végétation sous forme de forêt ou de massifs, on tire parti du croisement entre le levé topographique qui va fournir une position et l'information de dimension et de hauteur qu'on peut obtenir par traitement et par croisement avec le nuage de points 3D. Donc voilà, on va vers cet enrichissement. On peut dire qu'on a déjà commencé, en tout cas sur la partie description de la donnée, à un début de BIM végétation aussi. Si quelqu'un veut compléter ou... Non? Ok. Ensuite, dans les autres questions, comment est-ce qu'on peut mesurer le potentiel de rafraîchissement d'un arbre? Madame Phillips, par exemple? Alors, le potentiel de rafraîchissement d'un arbre, il est essentiellement mesurable par le taux enfin son taux d'évapotranspiration, et aussi par l'ombrage dont il fait bénéficier les surfaces adjacentes. Mais c'est essentiellement aussi donc son potentiel d'évapotranspiration qui détermine son potentiel de rafraîchissement de l'air environnant. D'accord. Ensuite, une dernière question qui est un peu plus longue. Dans quel type de zone de la ville envisagez-vous l'implantation de forêts urbaines? En effet, l'introduction de la végétation en ville est indispensable, mais on se voit aussi contraint par l'espace disponible pour l'insérer. Natalia, non? Peut-être Ouais, il faudrait que Sylvain soit là. Ah, oui, en Ouais, fait... mais ouais. Ça dépend, comment dire, certes, les forêts urbaines, comme dit, elles sont effectivement pas implantables partout. Il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Par exemple, la presqu'île Malraux que nous sommes en train, nous, de modéliser, elle fait clairement partie de cet exemple de zone où il serait bon de végétaliser, où il y aurait clairement besoin de végétalisation, mais où ce n'est pas forcément si facile parce qu'elle recoupe d'autres enjeux. Il y a des enjeux de réseau, il y a une histoire de parking souterrain, il y a aussi un enjeu de pollution, parce que cela nécessiterait la remontée de terres polluées et une dépollution qui coûterait en toute somme assez cher. Mais pour parler vraiment de ce qui est envisagé par le plan Canopé et vraiment au titre réglementaire du terme, je suis malheureusement, je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre à ces questions. Cette question relève davantage du service des espaces verts de l'Eurométropole de Strasbourg. Oui, alors toutes les zones qui pourraient donner lieu à l'implantation de forêts urbaines sont pas identifiées. Les choix ne sont pas aujourd'hui tous arrêtés.
l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir disposer et proposer des outils qui permettent de faire un diagnostic de la couverture végétale existante. Ça, c'est le nuage de points et les traitements qui ont été réalisés pour pouvoir localiser et quantifier l'indice de canopée. Ensuite, voilà, vous avez retenu le terme de forêt urbaine, mais il y a toute une gradation aussi dans ce plan canopé et dans l'augmentation de cet indice de canopée. Moi, je me souviens d'un exemple de 2 photos qu'on m'a montré, des rues de typologie quasiment identique, c'est-à-dire une chaussée, du stationnement, des trottoirs de part et d'autre. Donc voilà, de dimensions à peu près similaires en termes de largeur. Et l'une des rues représente un indice de canopée de l'ordre de 25 à 30%, et l'autre rue a un indice de canopée qui atteint 50%. Les deux apportant le même service en termes de voirie, de stationnement et de déplacement doux. Donc on voit aussi qu'il peut, en fonction de voilà, selon la manière dont on va concevoir aussi bien la voirie que l'organisation du bâti, on voit qu'on a la possibilité de développer la place de l'arbre et de l'aspect canopé sans forcément rentrer toujours en conflit avec les usages nécessaires aussi de l'espace public pour les déplacements ou autres. Merci. Et ensuite, une question un peu peut-être, je vais dire plus simple, mais peut-être pas tant que ça. Est-ce que les arbres en ville sont protégés? Alors oui, alors c'est un des premiers axes, c'est la protection réglementaire de la végétation. Donc le plan local d'urbanisme recense et inscrit dans les données réglementaires la protection d'espaces plantés, voire la création de nouveaux espaces. Donc réglementairement, ce sont des mesures qui existent déjà pour protéger les arbres existants en ville, et le plan canopé est là pour encore renforcer cette présence de l'arbre en ville. Merci. On continue avec une question sur la nature entre guillemets des arbres. La plantation de davantage d'arbres en ville exige aussi un entretien régulier. Favorise-t-on de ce fait une essence d'arbre plus qu'une autre, ou est-ce que l'essence de l'arbre est indifférente? Natalia, tu Oui, veux... ouais, ok, bah, j'allais te demander si je pouvais répondre, mais alors, en fait, toutes les essences d'arbres n'ont pas potentiellement, forcément le même potentiel de rafraîchissement. Alors, cela se joue déjà par rapport à l'ombrage qu'ils peuvent fournir. Donc, cet ombrage dépend bon, de l'espèce considérée, de sa taille, de la coupe aussi de l'arbre. Par exemple, il y a certaines coupes d'arbres comme les coupes en tête de chat qui seront peut-être moins ombrageuses, pourrait-on dire, que d'autres. Et il y a aussi, il y a aussi le facteur de l'évapotranspiration. Donc, toutes les espèces, toutes les essences d'arbres n'ont pas forcément le même potentiel d'évapotranspiration. Et il faut savoir d'ailleurs que là, actuellement, il est envisagé dans le cadre de l'adaptation justement au changement climatique, qui ferait que nous serions davantage sous des conditions méditerranéennes d'ici 2050-2060. Nous essayons de voir si des essences méditerranéennes ne seraient pas mieux adaptées. Alors, elles le seraient mieux parce qu'elles résistent bien mieux au stress thermique et au stress hydrique, mais ce sont aussi malheureusement des fois des essences qui sont qualifiées d'égoïstes et qui n'ont pas le même potentiel d'évapotranspiration que d'autres, parce que justement, de par le fait qu'elles sont très bien adaptées, voire du coup peut-être même trop bien, à tout ce qui concerne les périodes de sécheresse, de stress hydrique ou thermique, elles auront tendance à moins évapotranspirer, à moins relâcher des quantités de vapeur d'eau moindres. Donc c'est une question qui est complexe parce qu'il s'agit là encore d'optimiser les caractéristiques de différentes espèces, de différentes essences d'arbres afin de trouver celle qui sera le mieux adaptée à
à la fois un climat changeant qui tendra davantage vers un climat méditerranéen, mais aussi donc à la fois un besoin de potentiel de rafraîchissement. D'accord. Et enfin, une dernière question avant de passer à Monsieur Greza. Est-ce que le volume racinaire des arbres est pris en compte dans le SIG de la ville de Strasbourg? Alors, pour l'instant, on n'a pas de relevés, en tout cas, qui sont réalisés concernant le système racinaire. Je sais que dans les déclarations d'intention de travaux, en fait, on va tenir compte d'une surface ou d'un volume racinaire typique. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 mètres autour du tronc de la végétation, en disant voilà, là-dedans, dans ce volume-là, on évite d'installer des équipements pour éviter de perturber l'espèce. Mais sauf cas exceptionnel, en tout cas de façon systématique, il n'y a pas de relevé et de connaissance du développement racinaire de la végétation. Je vous en remercie. Du coup, si jamais le chat a d'autres questions, on les posera à la fin. Et on va laisser Monsieur Greza, du coup, avec sa présentation. Alors. Donc bonjour à tous. Mon intervention va être un petit peu en lien avec mon métier, je dirais même complètement en lien avec mon métier, puisque l'idée c'est de façon un petit peu plus généraliste, vous montrer comment la topographie et donc le géomètre expert intervient au service de l'environnement. On va voir qu'il y a beaucoup de liens et l'idée, c'est de vous présenter un petit peu en trois parties ces différents liens qu'on va avoir et comment on va pouvoir travailler au service de l'environnement en tant que géomètre expert en utilisant bien entendu la topographie. Donc là, le premier aspect de la protection de l'environnement ou de l'environnement, comme on peut l'entendre, c'est de l'observer. Et donc, on va dire qu'effectivement, la topographie, c'est justement un instrument d'observation, c'est un outil d'observation et on va avoir effectivement énormément de choses à observer au niveau de l'environnement en vue de le protéger. On a vu des exemples dans la présentation qu'il y a eu avant, mais voilà, c'est une partie importante de notre action, c'est-à-dire qu'effectivement, on va devoir être missionné par un certain nombre d'acteurs du territoire dans l'observation de mesures qui permettront ensuite de protéger l'environnement. Donc ça va être effectivement dans le suivi, par exemple, des formations liées à des mouvements de terrain, ça peut être dans le suivi effectivement d'inondations, d'écoulements. On a vu des exemples de relevés lidar tout à l'heure, ça fait partie des choses qui peuvent être très intéressantes dans l'analyse et la mesure des territoires qui peuvent être soumis à des inondations. On a le suivi effectivement aussi de tout ce qui est nappe d'eau souterraine, cours d'eau en tout genre. Et donc tout ça nécessite effectivement des outils topographiques qui sont clairement le quotidien du géomètre expert à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui est intéressant dans mon métier, c'est pas tellement cette partie observation de l'environnement pour le représenter tel qu'il est, puisque bon, c'est une part importante de la chose, mais c'est pas forcément la plus complexe, puisque la plus complexe pour moi, c'est comment concilier le développement des activités humaines, pardon, et l'environnement. Et c'est là que, on va dire que l'intervention du géomètre expert et de la topographie commence à devenir complexe et intéressante, puisqu'on va effectivement faire appel à plein de problématiques, et surtout à un moment donné où il va y avoir des choix qui vont devoir s'opérer, et c'est ça qui est compliqué dans l'environnement, c'est faire des choix arbitrés entre effectivement
le développement de l'activité humaine ou la protection de l'environnement, ou les deux en même temps, avoir un compromis qui permette d'assurer la préservation de l'environnement et de l'activité humaine à long terme. Donc ça, c'est un domaine effectivement dans lequel on va avoir plein d'applications. Et je vais commencer simplement par parler des opérations d'aménagement. Et là, quand je dis aménagement, c'est au sens large du terme. Et effectivement, où le but, c'est de concevoir des opérations d'aménagement qui tiennent compte du développement durable. Et donc, dans lequel on va devoir faire en sorte de préserver les ressources naturelles, préserver la qualité environnementale de l'environnement, et puis également, puisque ça fait partie de la problématique environnementale, comment on va garder des liens sociétals, etc. Et là, les enjeux sont immenses, comme vous devez vous en douter. Et aujourd'hui, dans chaque développement urbain, les objectifs, c'est de maîtriser effectivement l'étalement urbain, agir à l'échelle du territoire pour avoir une cohérence d'ensemble, connecter les quartiers avec les transports en commun, les réseaux de traitement, etc. Et dans tous les items que je viens de citer, à chaque fois, on va avoir besoin de mesures pour pouvoir et d'observation, comme j'en ai parlé juste avant, d'observation de la réalité d'aujourd'hui de la zone qui doit être aménagée pour pouvoir concevoir intelligemment ces espaces-là. Donc, tout ce qui est ensuite lié à ça, c'est-à-dire que effectivement, on va au-delà de la conception de l'aménagement, il va y avoir comment on va faire au quotidien, nous géomètres par exemple, en termes de division, tout simplement, division foncière, comment on va faire pour éviter l'étalement urbain en utilisant notre outil de division foncière. Et c'est des questions qu'on va se poser tous les jours. Alors effectivement, la topographie, elle est à chaque fois, c'est un outil qui fait partie de l'objectif, mais ça sera toujours un peu comme ça. Alors, lorsqu'on utilise la topographie au service de l'environnement, c'est que elle sert toujours un but à atteindre, et c'est vraiment le quotidien de nos interventions. Dans cette analyse de la forme urbaine, on a toutes les notions qui peuvent être liées à la Smart City, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de la conception de l'aménagement et du développement du territoire de manière intelligente tout en respectant les problématiques de développement durable, il y a comment on va pouvoir créer un territoire, on peut dire connecté entre guillemets, mais dans le mot Smart City, j'entends aussi une composante environnementale. Et là, effectivement, à chaque fois, on va devoir mettre en place un certain nombre de choses qui seront basées sur la topographie. Donc tout à l'heure, on a eu effectivement un exemple qui fait partie de ça, c'est-à-dire que notamment l'exemple sur les arbres, on a besoin à un moment donné d'avoir de la donnée pour pouvoir répondre, analyser et donner parfois même en temps réel ces informations-là. Donc ça peut être effectivement lorsqu'on installe des capteurs en tout genre, que ce soit pour le bruit, pour la pollution, et effectivement, on a besoin de savoir où ils sont précisément, quelles sont les altitudes de ces éléments-là. On peut avoir aussi des systèmes où on va détecter effectivement, pour simplifier les parkings dans les villes, de simplifier automatiquement les places, donner des applications qui donnent automatiquement les places disponibles. Tout ça, tous ces systèmes-là font appel à des notions de positionnement et donc de topographie. Il n'y a pas un seul moment où, en fait, lorsqu'on agit sur l'aménagement du territoire, que ce soit au niveau d'un quartier ou d'une ville, on ne fait pas appel à la topographie. Donc, ensuite, quand on sort de la ville, effectivement, il y a tout ce qui est notion d'aménagement rural. Il faut savoir que assez récemment, le gouvernement a modifié un certain nombre d'items du code rural dans le but de revoir un petit peu comment faire un aménagement foncier, agricole, forestier, environnemental. L'idée, c'était d'inclure des finalités hydrologiques et écologiques
dans cet outil d'aménagement qui, pour ceux qui le savent pas ou qui est en fait le descendant de l'outil remembrement qui permettait de créer et d'optimiser des parcelles agricoles. Donc ça s'est beaucoup fait dans les années 60 pour effectivement développer les exploitations agricoles et qu'on obtienne des grandes parcelles qui soient plus facilement exploitables. Aujourd'hui, on a introduit dans la réglementation des notions d'environnement dans ces items législatifs. Et aujourd'hui, voilà, le but, c'est de permettre une nouvelle distribution des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière. C'est-à-dire qu'on a ajouté cette notion d'espace naturel dans cet outil d'aménagement. Donc aujourd'hui, c'est un outil dont le géomètre expert est un acteur incontournable puisque déjà, c'est lui qui gère une grosse partie de la procédure et surtout, en fait, dans cette procédure-là, il y a tout un aspect topographique puisqu'il faut effectivement pouvoir mesurer l'ensemble des terrains objets de l'aménagement et puis après, effectivement, redistribuer sous forme de parcelles différentes ces aménagements. Et donc là, effectivement, que ce soit pour l'observation initiale du territoire ou pour après l'implantation nouvelle des nouvelles limites, etc., on a une action de la topographie encore dans ce domaine. Donc ensuite, l'autre action, on va dire, qui est encore plus mon quotidien, moi en tout cas dans mon exercice personnel de géomètre expert, c'est l'action qu'on va mener auprès des industriels. Et donc là, quand je parle de développement des activités humaines, c'est là où ça prend du sens, encore plus, puisque autant c'est évident ça peut paraître évident de créer une ville dans laquelle il fait bon vivre, où il y a des oiseaux, il y a de la nature et il n'y a pas de pollution, etc. Autant, effectivement, ça paraît du bon sens. Autant, on a tous besoin de tout un tas d'équipements dont on se sert tous les jours. On a tous besoin de construire sa maison, d'avoir éventuellement une voiture ou un vélo, mais qui a été fabriqué quelque part. Toutes ces choses-là, ça nécessite d'avoir des industriels qui les fabriquent. Et malheureusement, on ne peut pas faire, et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas faire produire ça à l'autre bout du monde pour ne pas avoir les inconvénients de la production industrielle. D'autre part, également, on produit du déchet, même si on fait tout pour trier, on produit du déchet. Donc, il y a des installations de tri qui sont nécessaires, que ce soit de tri de déchets de type ménager, mais aussi de bâtiments. Tout ça, ce sont des filières qui doivent exister, qui sont des activités humaines et dont on doit pouvoir concilier avec l'environnement. Donc, tous ces éléments-là, en fait, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir une réglementation qui impose à tous ces acteurs-là, dans le développement de leur activité, de concilier les problématiques environnementales. Et donc, c'est là où, en fait, nous, on intervient, le géomètre expert intervient, et la topographie, à différents niveaux, pour pouvoir les aider à concilier les problématiques environnementales. Donc, par exemple, je vais vous donner un certain nombre d'exemples pour que ça soit un petit peu parlant dans cette présentation. C'est-à-dire que on peut avoir un industriel qui a besoin à un moment donné de s'étendre sur un territoire sur lequel il peut y avoir, par exemple, des espèces protégées ou voilà, enfin, l'exemple d'espèces protégées est un bon exemple. Et dans cet exemple-là, effectivement, l'industriel, il ne peut pas détruire l'habitat, par exemple, de l'espèce protégée. Donc, il peut avoir un certain nombre de cas de figure où peut être proposé un déplacement, par exemple, de l'espèce protégée. Donc, l'industriel va devoir recréer un habitat équivalent, voire plus grand, même plus adapté la plupart du temps, pour l'espèce, afin qu'elle perdure dans la zone ou dans la région et que ça puisse participer effectivement au développement de l'environnement. Donc là, effectivement, le géomètre expert et la topographie interviennent encore, puisque en général, si je prends un exemple de batraciens, par exemple, qui peuvent être une espèce protégée,
pour recréer une zone de ce type-là, au-delà des compétences bien sûr techniques et des environnementales des personnes qui vont concevoir l'aménagement, on a besoin effectivement souvent de se caler par rapport à des problématiques hydrologiques, puisque on est dans des environnements qui doivent avoir une certaine circulation d'eau, etc. Donc on a un besoin important de données topographiques sur les différents cours d'eau qui peuvent venir dans la zone, ou carrément sur les nappes souterraines ou affleurantes qu'il pourrait y avoir au droit de ces zones-là. On peut avoir également des problématiques beaucoup plus techniques et topographiques, c'est-à-dire que on peut avoir par exemple je prends l'exemple de carrières souterraines où il y a un habitat de chauve-souris protégé qui s'est développé, et donc à un moment donné, il faut pouvoir concevoir dans le réaménagement de la carrière la préservation de cet habitat qui est devenu un habitat de ces espèces naturelles. Et donc là, effectivement, pour pouvoir conserver cet habitat-là, il va falloir modéliser en 3D ces cavités souterraines pour voir comment assurer après à long terme un accès et un accès par les animaux à cet habitat. Et c'est souvent des travaux ensuite derrière importants qui permettent sur la base des relevés qui ont été faits. Donc aujourd'hui, c'est clairement la lasergrammétrie qui est adaptée pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais voilà, ça peut être sur des étendues qui sont très très importantes. Et encore une fois, on appelle le géomètre expert et le topographe pour pouvoir recueillir ces données. Toujours dans le domaine industriel, on a le besoin dans un dossier d'ouverture de site industriel, ce qu'on appelle un dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. On a besoin de prévoir toute la vie du site jusqu'à la fin de vie du site et son réaménagement. Donc si je prends l'exemple justement qui est assez parlant des carrières, on doit pouvoir prévoir dans l'aménagement toutes les phases d'exploitation et à la fin comment il sera réaménagé. Donc là encore, on a des notions de topographie qui sont importantes, puisque bien sûr on a besoin d'une situation topographique du site initial pour pouvoir après modéliser en 3D les phasages d'exploitation et modéliser en 3D également le réaménagement final, et qui permettra de connaître notamment les volumes qui seront nécessaires pour faire ce réaménagement, mais également quelle quantité d'arbres on va devoir implanter, quelle quantité de pelouse, est-ce que on va devoir rendre les parcelles en agricole, donc il y a certaines pentes à respecter, etc. Donc tout ça qui font appel à des notions de topographie. Et puis, bien entendu, là, c'est quand on se projette dans le temps, mais après, aujourd'hui, il y a des carrières qui sont en phase de réaménagement, où en fait, on est en train d'implanter, donc toujours de la topographie, on est en train d'implanter justement ces terrassements de manière manuelle ou automatique en fonction des types de terrassement réalisés. Et ça encore, c'est pour moi effectivement la topographie au sein de l'environnement, puisque le but en général de ces réaménagements, c'est de créer un environnement encore plus propice au développement écologique que ça ne l'était avant exploitation. Donc voilà un petit peu sur ces aspects industriels. Pour finir avec ces aspects industriels, et ça rejoint un petit peu l'analyse qu'on peut avoir dans une vie un petit peu connectée de Smart City, chaque site industriel doit avoir des mesures de suivi. Et dans ces mesures de suivi, il n'y en a pas une seule qui fait appel à des besoins topographiques, puisque on doit suivre les retombées de poussière, les retombées de produits en tout genre, les niveaux des nappes phréatiques, puisqu'on a beaucoup d'installations industrielles qui vont aller pomper, par exemple, de l'eau dans les nappes phréatiques. Donc, il faut vérifier que l'impact est pas important, en tout cas qu'il est dans les normes prévues dans le dossier de demande d'autorisation. Donc il y a tout un tas de capteurs en tout genre qui vont tourner autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement, et sur laquelle il n'y en a pas un seul qui fait appel à des notions de topographie pour pouvoir le localiser, donner son altitude. Je pense par exemple au piézomètre. Avant d'implanter un piézomètre, on a besoin de connaître effectivement quelle est l'altitude précise
de son sommet pour pouvoir après déterminer les hauteurs d'eau dans un système qui est le même dans tout le bassin versant. Donc voilà un petit peu pour la partie industrielle. Je terminerai par les actions, on va dire, par quelques actions qui sont plus des actions d'observation, mais qui ont été menées par l'ordre des géomètres experts, où effectivement c'était le but c'était d'observer des problématiques environnementales. Donc il y en a sans doute une dont vous avez sans doute entendu parler qui concerne la mesure du sommet du Mont Blanc, puisque c'est une des plus on va dire des plus récurrentes, effectivement. Et donc là, effectivement, comme on peut, c'est une mesure qui permet quand même un suivi scientifique de ce qui se passe au niveau de la calotte du Mont Blanc. Donc ça a été réalisé pour la dernière fois en 2017, où ça a été déterminé par une vingtaine de géomètres experts qui ont mené cette expédition pour mesurer. Ça a été mené, il y a eu une dizaine d'expéditions depuis 2001, avec à chaque fois une mesure différente de l'altitude du Mont Blanc. On a également, il a été réalisé également une mesure de la dune du Pilat qui permet d'avoir un état zéro extrêmement précis de la dune à l'instant T, ce qui permettra dans les prochaines mesures de suivre ces déformations et de pouvoir de collecter de la donnée scientifique pour analyser l'impact à la fois des vents et des marées et des tempêtes sur le dépassement de la dune du Pilat. Et puis enfin, il y a eu une mesure qui a été faite en 2016 sur l'ensemble des marégraphes de France qui vont permettre de répondre à des questions un petit peu plus d'actualité, du style quel est le niveau de la mer, est-ce qu'il monte, à quelle vitesse, voilà. Donc ça, c'est des éléments, on va dire, d'observation qui font partie des mesures topographiques qui sont effectivement intéressantes pour suivre l'évolution de notre territoire, de notre environnement et de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, j'ai terminé. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a eu effectivement des questions. Vous en avez un petit peu parlé, mais lorsque le géomètre aménage un lotissement, le géomètre expert, est-ce que c'est à lui de définir la part de surface à végétaliser, ou est-ce que c'est un autre intervenant, la ville, la mairie, un PLU peut-être? Alors, dans un lotissement, il y a effectivement une part réglementaire qui existe, puisque lorsqu'on conçoit une opération d'aménagement, on a effectivement des règles qui s'imposent à nous. La règle la plus proche, on va dire, de l'aménagement, c'est effectivement le PLU de la commune, qui va imposer un certain nombre de règles d'aménagement. Mais c'est pas pour ça que l'aménageur ou ses conseillers, c'est le bureau d'études ou le géomètre expert qui va l'accompagner, ne peut pas se donner ses propres critères de respect de ces notions-là. Et là, c'est là où l'ambition de l'aménageur en termes de respect du développement durable est importante, puisque on va mettre souvent ça en confrontation avec des aspects économiques. Et donc là, tout notre rôle, c'est justement de convaincre l'aménageur de l'intérêt pour son opération, pour celle-ci ou pour d'autres à long terme, de rentrer dans cette problématique et en tout cas de réfléchir à comment effectivement respecter ces éléments-là. Alors, c'est assez complexe puisque parfois, il ne s'agit pas simplement de laisser de l'espace vert, c'est aussi comment on le traite. On raisonne sur ce qu'on appelle le coût global. Le coût global, c'est au lieu de raisonner sur ce que va coûter l'opération au moment de la construction, on va plutôt raisonner sur ce qu'elle va coûter tout au long de sa vie. Et donc, voilà, donc on va essayer, je donne un exemple, mais on va essayer de moins imperméabiliser. Donc, effectivement, les trottoirs, ça fait propre, c'est joli, mais peut-être qu'un trottoir enherbé, à condition qu'on ne décide pas de le tondre tous les jours, mais qu'on va plutôt mettre une espèce qui va se renouveler automatiquement, peut-être que ça va être aussi cher, voire moins cher que au moment de l'aménagement, mais surtout à long terme, créer aucun problème à un moment donné, il faut refaire le trottoir. Non, là, on est sur d'espace naturel, en tout cas de l'espace végétal, entre guillemets, qui vit sa vie à condition de l'entretenir de manière adaptée. Et voilà, donc mais effectivement, il y a
au départ quand même des règles, on va dire, réglementaires. Merci. Dans à peu près du même ordre, est-ce que c'est au géomètre expert de définir les lots dans un lotissement ou est-ce que c'est à la ville ou à un architecte de le faire? Alors, le géomètre expert définit effectivement ça fait partie de son travail hein, de définir les lots dans un lotissement. Après, c'est souvent, ça peut être un travail d'équipe, effectivement. Il peut y avoir un travail avec des paysagistes, des architectes, etc. Alors, ou alors, effectivement, on peut avoir des structures qui intègrent toutes ces compétences dans la même équipe. Mais voilà, c'est en fonction des enjeux de l'aménagement, il peut y avoir besoin effectivement de créer des équipes pluridisciplinaires afin de répondre justement à toutes ces problématiques qui peuvent être relativement complexes. D'accord. Ensuite, troisième question, est-ce que vous utilisez une caméra thermique couplée à des systèmes d'acquisition de la géométrie pour faire des études sur la thermique du bâtiment, par exemple? Alors, j'avoue que en tant que géomètre expert, on est peu confronté à cette demande-là. On en a déjà eu, donc on le fait pas. Voilà, nous, en l'occurrence, mon cabinet est équipé de ce type de choses, mais c'est plutôt assez rare qu'on nous demande ce type de choses, puisque on est plutôt dans la correction de bâtiments existants. Et donc, voilà, c'est plutôt, voilà, on intervient éventuellement pour mesurer le bâtiment. Donc, peut-être qu'éventuellement, à cette occasion-là, on va nous demander de faire un diagnostic thermique du bâtiment. Mais comme c'est pas notre métier, voilà, on préfère laisser faire ça par des personnes qui sont effectivement professionnelles sur ce sujet. D'accord. Et enfin, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec des climaticiens ou des ingénieurs génie climatique et énergétique? Oui, oui, puisque effectivement, on a en fait, en fonction de l'opération d'aménagement, il va y avoir un certain nombre de choses à prévoir. Alors, je parle d'opération d'aménagement, mais tout à l'heure, j'ai parlé d'industriel. On a également les mêmes problématiques. Hein. Quand je dis que je parle d'aménagement, c'est vraiment dans ce sens large. Et de la même manière, tout à l'heure, je parlais d'équipes pluridisciplinaires. On est aussi dans des soucis permanents de comment utiliser l'énergie qu'on va produire pour pouvoir la restituer intelligemment. Alors, dans un exemple industriel, voilà, on va avoir par exemple un four industriel qui va servir à faire le process industriel prévu. On va avoir de la chaleur qui va être dégagée. Comment utiliser cette chaleur pour soit la réutiliser en chauffage tout simplement, soit pour pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et là, effectivement, bah, pour pouvoir aider à ces réflexions-là, bah, on a besoin d'experts de ce type-là pour pouvoir voir comment utiliser ce type de choses. L'exemple que je donne là, il est valable aussi sur la problématique de l'eau. Je parlais tout à l'heure de pompage industriel d'eau. On peut avoir la même chose pour comment réutiliser l'eau qu'on a utilisée dans le process pour pouvoir éviter d'en consommer d'autres, etc. Donc, il y a des vraies recherches. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que il y a des vrais intérêts économiques en plus de l'intérêt environnemental. Et quand les deux sont en parallèle, on a affaire à des acteurs qui sont extrêmement efficaces dans la protection de l'environnement. D'accord. Je ne crois pas si. Nouvelle question. Lorsqu'un géomètre expert fait des relevés d'intérieur de bâtiments, ne peut-il pas acquérir en même temps l'information infrarouge thermique? Existe-t-il des systèmes d'acquisition permettant de faire le relevé en 3D et la thermographie en même temps? Bah oui, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Effectivement, on nous le demande parce qu'effectivement, c'est éviter de faire deux interventions pour finalement se relever la même chose, mais sur deux aspects différents. C'est une économie et toute économie fait partie du développement durable également. Donc c'est effectivement important et effectivement, il existe certains capteurs qui le font. Le problème, c'est que ceux qui le font sont pas forcément très bons au niveau topographie pure, au niveau précision. Et donc pour l'instant, on a un peu si on veut bien le faire, avec deux outils, quoi. Donc c'est pas forcément hyper pratique. D'accord.
Je vais laisser quelques secondes, minutes au chat pour voir s'il y a une dernière question, éventuellement. Et ensuite, je laisserai la parole de nouveau à Monsieur Sliss qui voulait nous présenter un outil web 3D, si je dis pas de bêtises. S'il n'y a pas de questions, du coup, est-ce que je profite de la vitrine qui m'est offerte pour montrer un des derniers outils qu'on a mis en place? Les questions n'arrivant pas, je pense que vous pouvez y aller, oui. Ok. Donc, merci d'être encore là. Donc, je voulais vous proposer, vous présenter ici un outil, alors sous forme de vidéo pour que j'ai moins de soucis techniques, qui est un outil web, donc auquel vous accédez via votre navigateur et l'URL qui est inscrite à l'écran, et qui permet de visualiser en 3D dans votre navigateur ici une information qui est l'information de la qualité de l'air sur les 7 derniers jours glissants. Alors c'est une mesure qui est réalisée par Atmo Grand Est et qui est disponible en open data. Cet outil nous permet de proposer une consultation intuitive de cette information. Et je pense que on n'est pas obligé de faire des choses compliquées pour participer à la prise en compte de l'environnement, à la préservation de l'environnement ou à sa compréhension. Ici, grâce à cet outil, on va permettre de proposer une visualisation 4D du phénomène de qualité de l'air et donc réussir quelque part deux objectifs. Faciliter l'accès à cette information via l'open data et on va plus loin ici en proposant un outil simple, ergonomique qui permet de consulter cette information et même de l'interroger. Bon là elle va repartir, je vais la refaire repartir un petit peu en boucle. Donc là on est oui sur cette partie je pense importante aussi qui est de faciliter l'accès à l'information, faciliter sa réutilisation. Le SIG nous le permet, les plateformes d'infrastructures de données géographiques ou plus simplement déjà ici les plateformes open data facilitent ce partage d'informations et c'est ce que je disais déjà un peu tout à l'heure. Je pense qu'il est important de rechercher toutes les sources, toutes les informations de nature, de précision, de qualité disponibles pour ensuite réfléchir à la manière dont elles s'enrichissent l'une l'autre pour atteindre un objectif ici simplement de consultation et de compréhension d'un phénomène, mais dans d'autres cas, un objectif technique. Une autre vidéo que je peux vous montrer, puis j'arrêterai après celle-là, c'est le même outil, mais qui va nous permettre d'appréhender les règles du plan local d'urbanisme sur une carte 3D. Là aussi, on a l'habitude de vivre dans un environnement qui est 3D. Un des premiers points positifs de la 3D, c'est comparativement à une carte qui nécessite quand même souvent un temps de compréhension, un temps d'analyse et d'interprétation. La visualisation 3D ici via un photomaillage permet une compréhension plus intuitive et facilite l'accès à cette information à un plus grand nombre. Ici, les règles d'urbanisme peuvent se visualiser en 3D, permettent un lien direct vers le règlement écrit, fournit un lien vers la plateforme Open Data pour obtenir plus d'informations sur la précision, la qualité, la disponibilité des données. Donc, c'est important aussi de non seulement constituer une donnée, mais faire tout ce qui est tout ce qui est possible pour favoriser son accès, favoriser sa consultation au plus grand nombre. Voilà, c'était un petit complément, mais
qui me paraissait intéressant et que je souhaitais partager avec vous. Et nous vous en remercions. Sur ce, est-ce que l'un des intervenants a quelque chose à ajouter? Ou est-ce qu'il reste... Ah, il reste une question. Comment crée-t-on des cartes de qualité de l'air? Se base-t-elle sur la mesure de capteur ou... Oui, alors là, alors en l'occurrence ici, c'est Atmo Grand Est qui réalise les mesures grâce à des capteurs qui sont répartis sur le territoire, qui redistribue cette information alors en temps réel, dans le sens où on a une synthèse de l'information de capteur pour une journée et pour chaque commune de l'Eurométropole. Je pense qu'elle est aussi disponible à une échelle plus large sur tout le territoire du Grand Est, mais nous, dans la plateforme Open Data de l'Eurométropole, on récupère l'information qui concerne les 33 communes de l'Eurométropole. Donc voilà, c'est tout de même un bel exemple justement de données techniques produites par des professionnels et par les personnes les mieux placées pour faire l'acquisition de cette donnée. Mais derrière, elle est redistribuée au plus grand nombre via leur plateforme et sur laquelle on se branche nous, pour apporter cette connaissance aussi bien aux techniciens de l'Eurométropole qu'aux décideurs publics que à l'ensemble des citoyens de l'Eurométropole. Là aussi, que ce soit en 2D, en 3D, monsieur Greza l'a dit, on est amené, nous, en tant que géomaticien topographe, à faciliter ou permettre la prise de décision par le fait qu'on est en mesure de proposer des documents qui vont synthétiser, croiser l'information et permettre une décision qui prenne en compte les différents aspects techniques, environnementaux, économiques d'un projet. Donc voilà. Merci. Et deux autres petites questions. La première sur la visionneuse 3D, est-ce que c'est l'Eurométropole qui l'a réalisée? Alors, c'est une bonne question. Ouais, je vous remercie de l'avoir posée. Ça me permet de remercier Clara Bernard parce que c'est en grande partie le fruit de son travail. Alors, on est parti. Clara a fait son projet de fin d'études à l'Eurométropole en 2019 et donc est ingénieur géomètre topographe INSA diplômé l'année dernière. Et donc son projet de fin d'études s'est basé sur la bibliothèque open source Cesium, sur laquelle elle a réalisé des développements complémentaires maison Eurométropole pour ajouter voilà, ces fonctionnalités d'affichage en 4D, des fonctionnalités permettant de plaquer de l'information 2D thématique sur le photomaillage 3D, mais également de réaliser des constructions de volumes, de simuler en temps réel les ombres portées. Ouais, je vois que la session est enregistrée. N'hésitez pas à passer un peu de temps pour découvrir cet outil. Alors c'est un développement Eurométropole, mais nous allons le diffuser en open data sur GitHub. On n'a encore juste pas décidé à quel endroit on allait le placer, mais c'est un développement qui va être mis à disposition de tous. Je vous remercie et je vais me permettre de vous poser une dernière question à tous les trois. Quelle est la formation que vous avez suivie? Comment êtes-vous arrivé là où vous êtes et êtes-vous des ingénieurs topographes à la base ou est-ce que vous venez d'une filière complètement différente? Donc, j'ai commencé par faire un BTS géomètre topographe et donc j'ai ensuite
intégrer la filière géomètre expert par l'intermédiaire du DPLG. Donc j'ai passé un DPLG pour pouvoir ensuite m'inscrire à l'ordre des géomètres experts. Natalia? Moi, j'ai d'abord fait une licence en sciences de la Terre et de l'univers. Ensuite, je suis passée par le master de sciences de l'environnement, géographie environnementale de la faculté de Strasbourg, où j'ai rencontré mon directeur de thèse et 3 ans après, on a pu avoir les financements pour la dite thèse et me voilà. Alors, et pour ce qui me concerne moi, je suis un G99, donc ingénieur géomètre topographe ENSAIS. J'ai eu la joie de fêter mes 20 ans de sortie de l'école en 2019 avec tous mes copains de l'époque. Après, voilà, moi, en tout cas, la chance que j'ai aujourd'hui à l'Eurométropole, c'est dans le métier de géomaticien de pouvoir travailler avec une diversité de compétences voilà, liées à l'environnement avec le service des espaces verts, mais aussi technique, l'eau, l'assainissement, l'ingénierie de la construction. Donc on a une vraie richesse et un enrichissement dans le cadre professionnel lié à cette diversité. Et puis aussi les personnes qu'on rencontre dans son environnement professionnel. Et quand on sort de l'INSA, ENSAIS, moi à l'époque, voilà, on a une base technique surtout qui nous a appris à savoir chercher, être curieux, mener une démarche scientifique. Ensuite, on continue à apprendre tout au long de sa carrière professionnelle. Je reçois un message du chat. Joyeux anniversaire au G1999. Superbe intervention, merci. Et effectivement, l'intervention de chacun d'entre vous était très très belle. Je vous en remercie énormément. Et si personne n'a rien d'autre à ajouter, je vais me permettre de conclure cette conférence. Merci à tous. Merci à tous.